Pérégrination avec Florian Lafage, que je suis heureux d'accueillir ici, et qui fait un travail concret, pratique, sur cette petite rivière qui s'appelle la Souvigne. Et Florian va nous expliquer comment il travaille et comment il essaye de défendre toutes les ressources de cette rivière, aussi bien en rapport évidemment avec l'eau, flore, faune, voilà. Je passe la parole. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Pareil, j'avais prévu des petites slides, donc on est nombreux et un peu éloignés, donc je les ferai peut-être circuler. Au lieu de base, c'est pour vous montrer, donc je vous expliquerai rapidement et je vous les ferai passer si jamais. Donc globalement, je vais me présenter, après je vais présenter un peu le travail qui a été fait sur la Souvigne, et après terminer un peu sur une explication de quel milieu on va chercher à protéger plus sur ce territoire. Donc je suis Florian Lafage, je suis technicien rivière, donc un métier moins courant qu'on entend aussi peu. Globalement, on est technicien rivière pour faire la compétence qu'on appelle la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention inondation. Donc c'est une compétence qui est obligatoire dans les communautés de communes depuis 2018. Et du coup, pour les exercer, ils embauchent des techniciens rivières. Les rivières, elles n'ont pas de frontières. Ou justement, elles sont les frontières, justement, elles ne sont pas les frontières administratives, elles sont les frontières administratives. Donc en fait, pour exercer sereinement cette compétence GEMAPI à l'échelle du territoire, on ne le fait pas que dans les communautés de communes de Xaintrix, on va le faire aussi dans d'autres communautés de communes qui sont proches. C'est pour ça qu'on a créé une entente qui s'appelle, nous, le syndicat d'ordre moyenne Serre-Aval. Donc on est répartis sur une partie nord du Lot, une partie sud-ouest Cantal et une partie sud-est du coup Corrèze. Et donc je suis référent, moi, sur la Souvigne et sur le bassin de la Serre-Aval, si vous connaissez, donc à Berre-sur-Serre, de la Roque-Brou à la Confluence avec la Dordogne. Voilà. Mon travail, il consiste à en fait diagnostiquer le cours d'eau dans un premier temps, où je suis muni d'une tablette et d'un appareil photo. Je vais réaliser du coup un diagnostic à pied sur le cours d'eau en notant du coup plusieurs aspects qu'on va retrouver sur ce cours d'eau, mais pas seulement la Souvigne. Donc il y a tous les affluents, il y a tout le bassin versant de la Souvigne. Donc le bassin versant de la Souvigne, pour quelques chiffres, c'est 111 km² et environ 316 km de cours d'eau. Donc il y a 316 km linéaires de cours d'eau à parcourir au mieux. Certains endroits ne sont pas accessibles ou alors n'ont pas d'enjeu parce qu'ils sont très préservés et très naturels. Par exemple, je pense au fond des gorges, comme le ruisseau de la Sagne qui est sur la route, sur la départementale voilà, suivant, qui est lui très naturel et très peu accessible, donc moins d'enjeux, donc moins de diagnostic. Voilà. Ce diagnostic, il nous sert à quoi derrière? Il nous sert à rédiger ce qu'on appelle un PPG, un plan pluriannuel de gestion. Donc on va réaliser des actions dans une période de 5 à 10 ans, où on va justement estimer les travaux qu'il y a à faire, les enjeux qu'il y a. Ça, c'est des enjeux qu'on va fixer avec les communes. En fait, chaque commune, on va réaliser une commission de bassin avec chaque commune pour parler des enjeux présents sur la commune, que ce soit des enjeux d'inondation, des enjeux de qualité, des enjeux de quantité aussi d'eau pour les sécheresses, que ce soit un enjeu piscicole, que ce soit un enjeu humide, etc., etc. On va les hiérarchiser ensemble pour au final faire un grand plan sur le bassin de la Souvigne et du coup avancer dans la bonne voie, donc dans le côté un peu plus naturel. Donc voilà. Donc là, on est à la fin du diagnostic, donc j'ai réalisé tout le diagnostic sur la Souvigne. Ça m'a pris un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi en tout, en parallèle avec celui de la Serre à faire. Donc sur avec la Souvigne, ça irait plus vite, mais j'ai un autre cours d'eau à réaliser en même temps. Donc là, on est à la phase où on va choisir les actions et on va choisir les enjeux qu'il y a à choisir du coup sur ces communes. Il y aura une enquête publique aussi, donc pour les riverains qui sont concernés sur la Souvigne, ils auront accès aux documents, donc pour apporter des informations ou des modifications s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui a été choisi. Donc voilà. Et ensuite, on fait des travaux avec les riverains. On n'est pas la police de l'eau, on n'a aucun pouvoir, nous, directement, on est juste une aide en fait, une aide de la communauté de communes. Du coup, on ne peut pas obliger les riverains à faire des travaux. Donc ça va marcher avec en fait la bienséance des gens et la volonté aussi des gens à améliorer leur milieu. Voilà. Comme différentes actions, on va avoir, donc on va commencer. On a déjà ce qui va régir un cours d'eau. Donc on a le cours d'eau, on a le pont qui s'appelle le lit, et on a ce qui le borde, on va dire les berges, pour faire simple. Donc il y a souvent un enjeu avec une protection de berge qui va se faire. Donc ça c'est quelque chose qui va entrer en jeu parce que nous on est sur un milieu très rural avec, avec du pâturage très souvent sur les parcelles. Et du coup on va avoir une pression de piétinement
et du coup qui vont engendrer du colmatage sur nos cours d'eau, donc des sédiments fins qui vont se déposer dans le cours d'eau. Donc cet enjeu-là, on va essayer de nous l'enlever. Donc admettons, je vous prends une parcelle qui va faire 200 mètres linéaires, il y a 15 accès au cours d'eau. Forcément, nous, avec notre œil de technicien rivière, ça ne nous va pas. Du coup, on va essayer de voir avec l'exploitant si on ne peut pas du coup arranger ça et du coup, par exemple, passer de 15 accès à 2 accès avec un passage à gué qui est fait, donc un passage empierré, donc pour moins abîmer le fond de l'île de cours d'eau, ou alors même la mise en place d'une passerelle. Et avoir également la mise en défend des berges, donc on peut proposer des financements là, comme sur la clôture. Donc on va en fait clôturer le bord de cours d'eau pour maintenir nos berges. Et du coup voilà, donc ça on le fait avec les exploitants qui sont partants pour le faire. Il faut savoir qu'il y a un financement derrière ça qui est ordonné par la région, donc enfin par la région et l'agence de l'eau. C'est des financements qui peuvent aller jusqu'à 80%. Donc très souvent les exploitants sont partants pour le faire également. Et du coup on voit ça avec eux et on met en place des abreuvements et tout ça. Ça c'est un type d'action qu'il peut avoir. Je vous parlais de tenue de berge. Sur les berges, pour revenir un peu au végétal, parce qu'on s'en était un petit peu éloigné en parlant de cours d'eau, sur les berges, on va retrouver une végétation qui est particulière, qui s'appelle du coup la ripisylve. Donc c'est tout ce bandeau-là que vous avez. Cette ripisylve, elle est du coup très importante pour les cours d'eau, elle est présente absolument partout. Donc c'est quelque chose à préserver, à garder. Donc quand on va faire par exemple de la mise en défend, on va prévoir du coup de garder plusieurs mètres de large pour laisser la ripisylve repousser quand il n'y en a pas, ou alors laisser un peu plus s'exprimer quand il y en a. Il faut savoir que selon du coup les études qui ont été réalisées par les agences de l'eau, etc., et OFB, AFB précédemment, etc., une ripisylve, donc ce bandeau-là d'arbres que vous avez tout le long, pour qu'elle soit fonctionnelle, il faudrait qu'elle fasse 6 mètres. Là, vous voyez bien qu'on est assez loin des 6 mètres globalement, mais on va pas se mentir, c'est déjà très bien d'avoir un cordon déjà rivulaire qu'on a sur tout le côté, parce que si je vous prends d'autres départements qui sont un peu moins protégés et un peu plus dans le côté bien agricole, exploitation avec pré à l'arrière, là il y a cet aspect aussi de propreté à défaut qui est utilisé et qui a vraiment la coupe rase avec aucune ripisylve. Donc on est dans un département qui est quand même globalement bien vert, avec une bonne quantité une bonne proportion de forêt. Donc c'est vrai que sur la ripisylve on va aider. Mais il y a toujours des rétractaires qui ne veulent pas ça et qui ont ce côté vraiment propre. Donc quand il n'y a pas ça, on va par exemple proposer la pose de clôture avec sous condition. En fait, vous allez laisser repousser la végétation pour maintenir vos berges, qui sont en fait un des rôles principaux de la ripisylve. Et du coup, on se propose derrière de voir avec eux pour l'entretien. Parce qu'une strate naturelle d'une ripisylve qui va se mettre en place, on aura une strate herbacée, qui va devenir une strate broussailleuse avec souvent l'apparition de ronces. La ronce qui est souvent vue comme le côté vraiment très sale et qui n'est pas bien appréciée par une grande majorité des gens. Donc c'est vrai qu'il y a cette petite période-là. Ensuite, après ce stade broussaillant, on va passer sur les stades buissonnants où on va avoir déjà les essences qui sont adaptées au bord de cours d'eau qui vont s'installer, comme là où vous avez des aulnes, ou même des sols, ou des noisetiers, des robiniers, certains conduits, donc qui seront eux adaptés à avoir les pieds dans l'eau finalement. Donc ils vont avoir ces stades buissonnants et qui vont grandir et qui vont avoir ces stades-là un peu plus grands plus tard. Donc voilà. Quand il y a l'apparition de ronces, on peut aussi nous se proposer pour les exploitants d'aller débroussailler les zones qui peuvent être gênantes pour eux et préserver en fait les zones d'arbres qui se sont implantés naturellement dedans. Donc les piqueter, les garder pour les faire venir. Et sinon on a une solution du coup qui est un peu plus rapide et un peu plus radicale, c'est du coup quand il n'y a pas de ripisylve, ça va être proposé carrément du bouturage. Donc on va faire des boutures sur des zones locaux, sur des sols locaux, et on va les proposer sur les bords de rivière pour maintenir nos berges. Donc ça, c'était un des seuls avantages de la ripisylve. En fait, il y en a bien plus que ça. Parce que la ripisylve, excusez-moi. La ripisylve, à part faire le maintien des berges, il y a aussi ce qu'on va appeler un corridor. Ça va être un corridor écologique, donc en fait un couloir qui va permettre aux populations présentes, que ce soit insectes ou oiseaux, de se déplacer du coup dans ce corridor et pas passer par les grandes plaines ou passer par exemple si vous avez une route. La Souvine elle est très souvent le long de départementale. C'est vrai que ça va faire ça va rompre en fait la circulation des animaux. Et s'ils passent par ce corridor écologique, ça va pouvoir les aider. Sans même être qu'un corridor et qu'un lieu de passage, c'est un lieu d'habitat où certaines espèces du coup avoir habité là-dedans et rester aussi en bord de cours d'eau et des zones de cache, donc des zones de refuge. Donc c'est plus qu'un passage, c'est vraiment tout un écosystème entier.
Ça va être source de nourriture également. Donc on va retrouver pas mal d'insectes, on va retrouver des fruits. Et au niveau des racines, souvent, on va retrouver du coup les insectes qui vont pondre en fait dans l'eau, donc on appelle les macro-invertébrés, qu'on va pouvoir trouver par exemple dans les racines qui vont dépasser, qu'on va pouvoir retrouver, pardon. J'ai pas l'habitude de parler dans un micro. Et qu'on peut retrouver par exemple sous les cailloux, etc. Donc ça va aussi nourrir la faune, apporter de la diversité, nourrir les poissons sur place, etc. etc. Voilà, donc ça, on va travailler donc sur la protection de berges, vous l'avez compris, mais également sur tout ce qu'il y a au-dessus des berges, donc la ripisylve, et tous les enjeux qu'elle nous apporte. Elle nous apporte également, dans ces périodes de chaleur, elle va nous apporter un ombrage, où on va avoir des variations qui vont être moins importantes entre la nuit et le jour sur les températures de nos cours d'eau. Elle va nous apporter aussi une purification de la qualité de l'eau, qui sera du coup très importante pour la vie aquatique. Sur les vies aquatiques, d'ailleurs, nous, on y travaille également. Et là, c'est le plus gros projet qu'on a lancé sur la Souvine. Maintenant, ça va faire presque 2 ans où on a commencé les premières démarches et on va arriver en fin d'études et en début de travaux. C'est sur la continuité écologique. Donc, depuis tout à l'heure, je vous parle de la Souvine, mais ce qu'il faut savoir sur la Souvine, c'est que elle est sur l'axe Dordogne. C'est un axe, du coup, où il y a beaucoup de poissons migratoires, et notamment le saumon atlantique qui vient se reproduire sur la Souvine. Il y a des analyses qui sont faites à base de recherche de grandes frayères, que ce soit sur la Souvine, que ce soit sur la Maronne, sur la Serre plus bas, sur la Bave, pour comptabiliser en fait le nombre de frayères, donc là où vont pondre les poissons, sur tout le bassin d'Ordogne. Il faut savoir que sur la Souvine, par année, ça fluctue de 5 à 10% du nombre total de reproduction de saumon et de grands salmonidés sur tout le bassin d'Ordogne. Donc c'est quand même une masse qui est très importante. La grande championne actuellement, c'est la Maronne avec entre 50 et 60%, qui est vraiment très productrice de saumon donc sur ce territoire. Mais la Souvine, il y a aussi beaucoup d'avenir parce que la Souvine aujourd'hui, elle est contrainte. En fait, il y a 7 ouvrages qui ont été ciblés par les services de l'État et notamment la police de l'eau, donc via l'OFB, comme des ouvrages du coup qui cassaient cette continuité écologique. Donc la continuité écologique, c'est le fait qu'un poisson il puisse aller sur un cours d'eau du point A au point B sans avoir de soucis. Donc se déplacer librement. Et du coup, on a vu qu'il y avait ces 7 ouvrages. Ces 7 ouvrages, ils avaient une mise en conformité obligatoire qui était imposée par l'État. Donc c'est les propriétaires privés qui sont, ou publics par le pays de commune, qui sont titulaires de ces ouvrages. Et du coup, on les a accompagnés dans des appels à projets, en cherchant des financements, en leur faisant leur rédaction des études, en travaillant en partenariat, notamment avec le CPE de la Corrèze qui s'occupe de 5 de ces 7 ouvrages sur la Souvine. Du coup, pour en fait les mettre aux normes, être en conformité et du coup repermettre le passage de la vie aquatique. Ça passe par soit de l'effacement, par exemple vous avez des seuils de moulins ou des seuils d'irrigation qui avaient été faits à l'époque pour dériver l'eau sur les hauteurs et après irriguer les prés, qui étaient encore présents. Ces seuils-là qui n'ont plus d'utilité et qui avaient une mise en conformité, ça peut passer par de l'effacement s'il y a la volonté du propriétaire. Ou alors on le garde et ça passe par de l'équipement avec soit une rivière de contournement, soit une mise en place d'une passe à poissons, d'une passe rustique, etc., etc. Il y a plein d'autres méthodes. Voilà, donc ça peut être ces types d'ouvrages et ça peut être également des radiers de pont. Donc en fait, sous un pont, moins les anciens plus les récents, vous avez en fait des ponts qui sont faits en cadre béton globalement et du coup vous avez sous le pont une dalle béton qui a été faite. Souvent elles ont été mal calibrées et du coup on se retrouve avec une lame d'eau qui est trop fine pour permettre le passage du poisson en tout temps. Et du coup, ça crée un infranchissable. Et du coup, le poisson ne peut pas aller du coup derrière ce pont-là. Donc, il y a aussi du coup ces aspects-là à voir ensemble. Et du coup, ça fait 7 seuils enlevés. Et on se retrouve avec 17 km de réouverture sur rien que le linéaire de la Souvine. Sachant qu'après, ils peuvent aller sur la Franche-Valenne, sur le Méjou et sur le ruisseau de la Sagne. Et tout autre affluent plus petit. Voilà. Donc, la continuité écologique, ça fait partie de nos activités également. Donc plusieurs thématiques. Ensuite, on va aller dans un peu barbare, mais ça va, c'est facilement compréhensible. C'est le nom qui est barbare, c'est la restauration hydromorphologique. Donc sur la forme, encourblement d'un cours d'eau. Donc les cours d'eau en France, globalement, ont très rarement une forme qui est naturelle. On les a pendant longtemps pour l'exploitation justement agricole, pour avoir plus d'espace et plus de facilité à exploiter justement. On les a rectifiés, donc ça veut dire qu'on les a mis en ligne, donc on n'a plus les méandres, on n'a plus les virages du coup qu'on retrouve dans ces cours d'eau qui sont si importants, on les a vraiment rectifiés et souvent on les a déplacés. Donc là on peut voir que la Souvine ici, ça paraît pas mais c'est sur un point où elle a été déplacée.
Donc en fait, son tracé naturel, il se retrouve au point bas. Là, on va retrouver les petites plantes violettes que vous avez au fond. En fait, ça c'est le point bas et c'est le point humide de la Soline. Et c'est des déplacements qui ne sont pas de ce siècle-là, ni il y a 2 siècles. Ça peut être des déplacements d'il y a 500, 400, même 300 ou même plus d'années. Ça a été fait longtemps. Donc très souvent, on les a soit mis contre la route, donc contre un remblai, donc pour entrer dans le champ et après avoir tout le champ de libre, soit on les a en fait collés contre là, ces versants que vous avez là. Donc globalement, ça, quel effet ça a sur les cours d'eau? Ça dépend des endroits, mais globalement, quand vous avez un cours d'eau qui est rectifié, soit il va devenir tout à fait homogène. Tout à l'heure, on parlait de diversité justement pour les forêts, où on voulait des forêts qui soient mixtes. Mais dans les cours d'eau, ça va être la même chose. Et dans la nature, de toute façon, donc, globalement, c'est la même chose. Tout ce qui est homogène et semblable, ça ne marche pas. Il faut de la diversité. Donc, un cours d'eau qui est tout à fait homogène, il aura une vitesse d'écoulement qui sera homogène. On va vite se retrouver avec un cours d'eau qui va s'ensabler petit à petit. Donc, il y aura moins de mouvement. Le sable, ça n'apporte pas la ville. L'eau sera moins oxygénée, sera plus chaude. Donc, dans tous les cas, c'est un cours d'eau qui se meurt. Donc, ça, c'est une solution qu'il y a. Et il va déborder, il va essayer de retrouver de temps en temps son lit naturel. Et après, on va le remettre confiné dans son endroit. Et ça va, du coup, le faire petit à petit mourir, en fait, sur le côté biodiversité. Donc, il y a cette solution-là. Ou alors, il va être un peu plus actif selon la pente. Et il va en fait essayer de retrouver sa nappe d'origine. Donc s'il y a par exemple 50-60 cm de différence entre sa nappe d'origine et sa nappe sur là où on l'a mis en hauteur, il va en fait s'inciser. Donc le lit va se gratter, et les berges vont devenir instables et vont du coup se réécraser dans le cours d'eau jusqu'à en fait qu'il retrouve sa force et qu'il en fait se revienne dans son cours d'eau. En fait, un cours d'eau, ce n'est tout sauf quelque chose de mobile, d'immobile, pardon, c'est très mobile, ça bouge vraiment beaucoup dans le temps. Et dans les mécaniques qui font bouger notamment les cours d'eau, il y a les arbres. Un arbre qui va tomber dans un cours d'eau, qui va créer un embâcle, c'est quelque chose de naturel pour rediversifier en fait les cours d'eau. Je ne dis pas que tous les embâcles ne se sont pas enlevés, il y en a qui aujourd'hui avec l'activité de l'homme sont plus risqués parce que peuvent menacer des inondations, peuvent menacer par exemple des ponts ou des ouvrages d'art, donc ceux-là peuvent être retirés. Mais c'est vrai que dans certains secteurs où on pourrait laisser en libre circulation certains endroits, c'est vrai qu'il s'agit de en fait, une des forces motrices des cours d'eau, en plus de la pente. Donc voilà, donc tout le côté hydromorphologique, c'est en fait retrouver le côté naturel d'un cours d'eau en le remettant en fond de vallée et en le laissant en fait dériver là où en fait il dérive naturellement avec la gravité et avec les forces qu'il va retrouver. Tout en retrouvant des méandres, tout en retrouvant en fait sa zone d'expansion de crue, parce que quand vous mettez un cours d'eau en hauteur aussi et que vous le rectifiez, il prend de la vitesse jusqu'à arriver en fait à votre voisin qui est à l'aval. Et la personne à l'aval, au premier virage, le cours d'eau sort avec beaucoup de puissance et va créer des inondations bien plus élevées que ce qu'il y a d'habitude. Alors que s'il méandre, en fait, il va perdre du coup son inertie et il va pouvoir se répandre là. La Souvine, globalement, elle a un très bon bassin de rétention pour la crue, où en fait, quand vous la voyez déborder, vraiment, elle se répand dans tous les champs, donc c'est une chance. Mais c'est vrai que si elle serait encore plus rectiligne, sur Argentat ou même Saint-Chamond, arrivé plein fer, c'est vrai que ça préfère pas mal de dégâts. Donc voilà, donc la restauration du côté morphologique, c'est quelque chose qui est un peu novateur et nouveau dans les financements et dans les actions qu'on va faire, mais ça répond à un peu tous les enjeux que je vous ai parlé avant, avec les problèmes d'érosion, les problèmes de ripicide, etc. D'un coup, on remet en fait le cours d'eau dans son nappe naturelle et il retrouve en fait son côté auto-épurant et sa force motrice pour en fait être libre et avoir en fait ce qui est le plus naturel sur ce territoire. Donc voilà. Je vais revenir un peu sur la vie végétale. Donc j'ai parlé beaucoup de cours d'eau et de sa morphologie, de son ensemble et de sa continuité. En fait, quand on est technicien rivière, on ne va pas se fier qu'aux cours d'eau, on va en fait suivre aussi tout ce qui est les milieux connexes qui vont être à côté, et notamment du coup les zones humides. Donc les zones humides, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, qu'on parle beaucoup actuellement, et qui vont revenir en force, et notamment avec les nouvelles épisodes donc plus secs qu'on a l'été et surtout plus long dans l'année. Et du coup, ces zones humides, nous, on va chercher à les protéger. Et du coup, les protéger, ça veut dire retrouver, donc soit protéger celles qui sont fonctionnelles, pardon, soit en fait retrouver leur fonction en les restaurant. Donc globalement, les zones humides pendant longtemps ont été drainées pour rendre en fait les terrains viables et utilisées. Elles ont toujours eu aussi très mauvaise pub, où dès le Moyen-Âge, on voit des écrits sur en fait les zones humides, les marais vont vous rendre malade. C'est là viennent les maladies, les épidémies, ça a toujours eu une mauvaise pub. Plus derrière des grandes campagnes de drainage pour rendre les parcelles cultivables. Il y a beaucoup d'endroits où ça a beaucoup marché.
D'autres moins, où en fait on a toujours des parcelles qui sont humides, et en fait à force d'insister, on se rend compte que ça sert à rien. Du coup, nous on va essayer de motiver les personnes à en fait enlever les drains, vivre avec ces zones humides, et du coup gérer leur pâturage avec ces zones humides. Donc par exemple avec un pâturage qui sera décalé dans l'année, pour garder une herbe plus fraîche jusqu'à on va dire fin août, fin juillet, fin août, début septembre, donc pour garder ça. Donc ça s'est fait sur le bassin de la Serre, ça a très bien marché, les propriétaires étaient très contents, c'est sur les conventionnements, c'est juste un changement d'habitude et un changement aussi de pratique sur les parcelles. Ça c'est vrai que c'est différent. Donc globalement ces zones humides, elles sont utiles pour en fait beaucoup de choses, parce que vous en avez de différents exemplaires en France. Vous avez ce qui peut être simplement en fait des mares, des mares qui sont considérées comme des zones humides. Vous avez ce qui peuvent être en fait plus des tourbes, les tourbières, donc dans les systèmes paratourbeux, et également donc dans des prairies. Donc là en fait sur cette prairie qui accompagne la Souvigne, ce prairie d'accompagnement qui en fait à l'origine serait le passage de la Souvigne, vous avez ce qu'on va retrouver globalement sur différentes zones humides. Vous avez du jonc qui va être présent, mais ici en faible quantité car donc peu drainé et peu piétiné. Le jonc, il faut savoir que ça aime beaucoup le drain et ça aime beaucoup le piétinement. Donc dès qu'il va y avoir du mouvement de nappe sur des lieux, le jonc va bien s'installer. On sait que pour le pâturage c'est un peu plus problématique. Donc c'est pour ça qu'on essaye aussi de lier avec le jonc. On va retrouver aussi de la salicaire. Donc il va se retrouver, on va retrouver des types un peu méga forbiers avec de la menthe, avec du trèfle aquatique, avec des iris, etc. etc. Donc beaucoup d'espace. Pardon ? On sent la menthe. Ouais voilà, c'est vrai qu'il y en a un petit peu partout. Ouais. Et après on a également d'autres formations, donc je vous parlais des paratourbeux, des tourbeuses, où on va trouver des espèces du coup un peu plus moins connues, un peu plus emblématiques aussi. Donc là vous avez la sphaigne. Donc c'est une sorte de mousse donc, qui va être plus claire et qui va bien apporter l'eau, qui adore les milieux humides et qui aura tendance aussi à avoir cette couleur un peu rouge selon les saisons. Donc il faut la prendre. Vous avez ici la drosera. Donc c'est une plante carnivore qui se retrouve du coup dans les tourbières. Donc vous pouvez retrouver notamment sur la tourbière de la Bissière, donc plus au sud sur le territoire de la Corrèze vers Mercœur notamment. Donc ça dans la tourbière de la Bissière, pardon, vous y en avez. Et là, vous avez un carex et il a une formation particulière. Je vous ferai passer les photos. Il a une formation particulière, c'est-à-dire il pousse sur ce qu'on appelle un touradon. Donc vous l'aurez sûrement vu dans d'autres champs. Vous avez des touffes d'herbe en fait qui poussent petit à petit comme ça à la verticale et que vous pouvez voir surtout dans ces zones qui sont humides. En fait, ces plantes annuelles, elles vont pousser sur les racines de celles de l'année dernière. Donc en fait, là vous le verrez, c'est des touradons qui ont une taille quand même importante, qui font des fois jusqu'à 50 cm. Donc il faut se dire que année par année, les espèces qui étaient présentes dans ces zones humides ont poussé jusqu'à donner des touradons qui font des fois parfois 1 mètre de diamètre sur 1 mètre de haut. Donc c'est des plantes particulières qu'on peut retrouver sur la Souvigne. Donc voilà, donc les zones humides on y travaille quand même beaucoup. J'ai perdu ma suite. On y travaille quand même beaucoup et en fait parce qu'elles ont également beaucoup d'intérêt. On parlait tout à l'heure des arbres et le stockage carbone. Il faut savoir par exemple une tourbière, ça représente par exemple les tourbières sont parmi les champions du monde dans le stockage de carbone. C'est-à-dire que les tourbières représentent que seulement 3% de la surface terrestre, donc c'est peu. Mais à comparaison, elles stockent 2 fois plus de carbone que toutes les forêts mondiales, à base de juste 3% de la surface. Donc ça a quand même quelque chose de solide sur le stockage carbone. Ça a aussi, c'est bête de ramener ça, mais on peut faire parler également. C'est en fait pour aussi voir la production et la rentabilité quelque part de systèmes naturels, on va parler de valeur économique. Donc on va remettre ça sur l'argent, mais pour que ce soit en fait lisible en tant que valeur. Mais par exemple, les zones humides continentales, elles ont une valeur économique qui est 5 fois plus élevée que toutes les forêts tropicales également. Donc en fait, c'est des systèmes qui sont très productifs, que ce soit en matière ou en stockage carbone, et du coup très utiles du coup pour nos milieux. Et à savoir que ces zones humides, du coup, elles ont subi beaucoup de pertes. De 1960 à 1990 en France, on estime à 50% la perte de surface de zones humides sur tout le territoire. Donc voilà.
avec comme plus grosse perte en fait l'urbanisation. Donc on a très souvent drainé également pour en fait l'expansion des villes, pour la mise en place d'un parking, pour la place d'une autoroute, pour le système d'un train par exemple. Donc ça c'est quelque chose qui s'est fait en priorité et qui est le plus gros problème actuellement sur ces zones-là. Je vous parlais de drainage, on est dans un milieu rural, donc en fait nous on a encore des zones humides, mais on a juste perdu leur fonction. Donc en fait une zone humide c'est une éponge, si on lui enlève son côté de rétention d'eau et que vous lui mettez une gouttière dedans, forcément l'eau va cracher toute l'année et vous allez perdre en fait tout cet intérêt de garder l'eau pendant l'été et du coup de la redistribuer petit à petit sur cette période-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on les protège. Donc ça c'est sur la valeur quantité. Les zones humides nous servent beaucoup au soutien des tièges, donc au soutien des sécheresses. Elles nous servent également à limiter le ruissellement pour les inondations, donc niveau quantité, les zones humides sont quand même très importantes. Elles ont notre rôle sur la qualité évidemment parce que l'eau qui va s'infiltrer en fait dans ces zones, dans cette terre, dans toutes ces herbes va être en fait filtrée naturellement par en fait c'est le meilleur filtre naturel que vous pouvez voir sur de l'eau. Globalement ça va diminuer les phosphates, ça va diminuer le nitrate derrière, ça va avoir une eau à la sortie qui sera de qualité meilleure. Donc à condition qu'il n'y a pas de traitement dessus et que vous n'ayez pas mis des pesticides à 5 mètres bien évidemment. Mais c'est en fait aussi un rôle d'épuration pour l'eau. Donc en fait on a un rôle sur la qualité et sur la quantité. Donc ces milieux-là sont à préserver et c'est sur quoi on s'attache vraiment beaucoup du coup au syndicat à réaliser. Donc voilà. Sur la petite stat que j'avais fait juste sur le territoire du syndicat, c'était qu'il y avait sur les 111 km² du bassin versant de la Souvigne, donc qui prend vraiment de toutes les lignes de crête, qui prend toutes les gouttes d'eau qui vont tomber, c'est le bassin versant, vous avez en fait entre 5 et 10 km² selon en fait si vous prenez la zone humide en elle-même comme elle est aujourd'hui ou comme elle devait l'être, deux zones humides. Donc c'est entre 10, c'est quasiment 10% si vous voulez, de zones humides présentes sur le territoire. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Voilà. Dernière petite action qu'on va réaliser sur nos cours d'eau, ça va être sur des espèces végétales aussi. Ça va être sur les espèces exotiques invasives. Donc on va pouvoir retrouver notamment sur le bassin. Donc la renouée du Japon qui s'est fait du coup bien connaître surtout sur l'axe d'Ordogne, où on peut en voir absolument partout. Vous en avez des très beaux pieds sous le pont en fait de la Souvigne justement. Vous avez énormément de renouée du Japon. Vous avez l'arbre à papillons, le boulier de David qui est du coup très invasif. Vous avez le raisin d'Amérique, donc qui sont ces tiges rouges qui vont faire des grappes un peu comme du cassis et du raisin noir qui vont pousser quasiment sur tous les remblais. Donc ça va être pris en compte. Et en fait sur ça, on va plutôt faire de la sensibilisation au public et des journées participatives pour l'arrachage, parce que c'est de l'entretien particulier qu'il y a à faire sur les plantes exotiques envahissantes. Notamment sur la renouée. La renouée, elle pousse via ses rhizomes, donc sous la terre. Donc en fait, si vous débroussaillez une renouée, elle va déjà repartir du sol par le rhizome, mais surtout elle est capable de se régénérer avec des bouts de renouée. Donc en fait, si vous voulez vous débarrasser d'une renouée sur un chantier comme nous on peut le faire, par exemple, ça va être en fait broyage très fin de la renouée. On creuse, on enfouit sous la nappe du cours d'eau quand on fait les travaux en cours d'eau, et on la laisse en fait pourrir sous l'eau. Mais si vous la débroussaillez juste ça, en fait comme ce qui est fait sur tout l'axe d'Ordogne, si vous partez sur Beaulieu, les agents départementaux qui s'occupent de l'entretien forcément parce que ça prend de l'espace, ils le passent à l'épareuse, et là en fait c'est une action qui juste la répand, plus que sur le moment T ça marche bien, mais c'est vrai que sur l'année d'après vous aurez encore plus de renouée par exemple. Donc voilà, donc ça c'est de la sensibilisation auprès des gens pour montrer comment ne pas faire des erreurs qui peuvent être en fait évitées assez simplement. Mais c'est vrai que sur les plantes exotiques envahissantes, il faudrait vraiment un travail de fourmi sur chaque territoire, parce qu'ils ont vraiment c'est vraiment des espèces qui sont capables de repartir pour rien. Et du coup, le problème des espèces exotiques envahissantes sur nos instances, c'est que ça fait une perte de la biodiversité pour les autres. Donc si admettons, là vous avez je ne sais pas combien d'espèces de fleurs, et d'un coup elles se retrouvent recouvertes par de la renouée, vous n'aurez plus que la renouée, donc mono-espèce comme on disait tout à l'heure, et plus de diversité, donc forcément ça devient problématique. Donc c'est ça. Certaines espèces envahissantes, on s'est rendu compte, c'est un peu le débat avec le sciure par exemple actuellement, qui est du coup l'animal que vous allez retrouver dans les cours d'eau, où très longtemps a été
bien chassé, critiqué. Aujourd'hui, il y a consensus où les gens se posent des questions si est-ce qu'ils ne se réguleraient pas tout seuls, est-ce que à terme ces espèces exotiques envahissantes ne se déliteraient pas ensemble. C'est un gros débat qu'il y a dessus, donc à voir. Mais pour l'instant T, on fait de la sensibilisation, peu d'actions réellement, mais surtout de la sensibilisation auprès du public. Voilà. À savoir que le bambou aussi est une espèce exotique envahissante et problématique pour nous parce que en cas d'inondation, elle va s'arracher en touffes et en fait se bloquer potentiellement dans des ponts et menacer très fortement les ponts. Donc voilà, donc ça c'était les actions du syndicat. Globalement donc toujours avec l'avis de la communauté, avec les riverains, avec la commune, etc. pour avoir en fait nos actions qui sont mises en place. Donc voilà, je vous remercie et je vous ferai passer quelques docs. Merci. Vous avez des questions pour Florian? Oui. Ça permet à des poissons électriques de remonter plus haut. Est-ce que c'est judicieux de leur permettre de remonter très haut, sachant que ça m'est arrivé d'en retrouver dans des ruisseaux où elles sont remontées parce qu'il y avait de l'eau et en fait elles sont dans des trous parce qu'il n'y a plus d'eau. Oui. Et à terme, elles vont crever. Oui. Parce qu'à un moment, on peut leur dire non, n'allez pas plus haut. Alors, concernant, du coup, c'est les problématiques de sécheresse et le piégeage des poissons globalement l'été. Alors, ça, c'est plus la... Parce qu'il y a des ruisseaux où Oui. on voit qu'il y avait un ruisseau dans le temps parce qu'il y a un trou, et puis il n'y a plus d'eau, Oui. c'est juste un filet. Oui. Mais même quand tu devrais en l'eau, c'est des filets, c'est plus des ruisseaux. Oui, bien sûr. Alors, en fait, tout dépend des situations. Globalement, les poissons qui viennent migrer, par exemple comme le saumon, quand il remonte, il va migrer, très souvent mourir. En fait, c'est sa dernière étape. Pour les truites, par exemple, ça c'est plus une mission du coup qui est liée à la fédération de pêche de Corrèze, qui fait des pêches de sauvetage tout le long de l'été pour en fait sortir certains poissons des flaques. Ce que vous pouvez faire a priori sur des petites situations comme ça pour les remettre en eau. C'est quelque chose qui est possible. Ah bon, après, quand c'est pas des grandes masses. À un moment, est-ce que ça vaut le coup de les laisser remonter jusqu'à un endroit où on sait qu'elles vont pas sortir? Mais il y a tout ce côté aussi reproduction et enjeu de se reproduire derrière et d'avoir du coup un nombre qui est plus important. Ils vont, de toute façon, ils vont remonter quand ils peuvent. En fait, ça va. Il y en a qui vont s'arrêter dès l'entrée de la Souvigny, qui vont juste par exemple se reproduire à 100 mètres du pont, donc au pont de la Confluence. Certains vont remonter bien plus haut, mais ça c'est quelque chose d'après de naturel. On ne les incite pas à aller plus haut et elles sont aussi conditionnées à comprendre que quand il n'y a pas manque d'eau, on va redescendre, on va dévaler et on va se mettre dans des situations où on est plus à l'aise. Du piégeage, il y en aura toujours en quelque sorte sur les cours d'eau où des poissons se font avoir dans des vases. Et ce qui est important après de savoir si c'est récurrent, qu'il y en a vraiment beaucoup, du coup on peut le notifier à la Fédé, donc pour mettre en place en fait un système de récupération et de suivi de ces poissons. Mais c'est quelque chose après qui se fait naturellement. Il n'y a personne qui les a mis dans ce trou-là pour les laisser mourir après. Non, je sais, elles sont venues, il y avait de l'eau et il n'y a plus d'eau. Deux jours après, il n'y a plus d'eau. Il y a eu un orage, il y a de l'eau et le lendemain, il n'y en a plus. Ouais. Mais ça, non. En fait, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de rouvrir le milieu et d'avoir le moins de contraintes possible. Parce que je vous ai parlé globalement des poissons, parce que c'était le plus important, mais en fait, il y a aussi la continuité sédimentaire dans la continuité écologique. En fait, il faut voir le cours d'eau comme un tapis roulant qui va arracher du matériau, qui va fournir du matériau tout le long et en fait construire en fait ce lit que là vous avez en galets. Et quand vous avez un ouvrage qui est bloquant, tous ces substrats va s'accumuler là-dedans. Donc là, il y aura une accumulation de substrat et au contraire, juste à l'aval, vous aurez une perte de substrat et du coup, vous aurez une incision du cours d'eau parce qu'il n'y aura plus rien pour le protéger. Et du coup, vous allez le perdre donc, avec tout ce qui s'ensuit, effondrement des berges, s'il y a du bâti, c'est gênant, s'il y a des arbres, ils vont se mettre dedans, etc. etc. Concernant le piégeage, c'est quelque chose de naturel. Je me vois pas en fait leur dire à partir de là, vous pouvez plus y aller parce que c'est dangereux ou de mettre... sans peut-être des panneaux, ouais. Non, il n'y a rien de prévu sur le côté amont. Elles peuvent remonter jusqu'à... J'ai une autre question, est-ce qu'on a eu, est-ce qu'il faut s'attendre à avoir des castors? Des castors?
Alors, On lit que ça. alors tout va dépendre des gens. Parce que des gens peuvent très bien leur prendre dans une voiture et les amener, par exemple, sur des cours d'eau. C'est quelque chose qui s'est vu. Il y a du raton laveur qui commence à venir aussi beaucoup dans l'Est et qui commence aussi à venir sur certaines parties de Corrèze, où on va retrouver du raton laveur. Oui, ils le prennent comme animal de compagnie, puis après ils voient que ça se passe pas bien et ils vont le relâcher. Sur le castor, là il est vraiment concentré en grosse partie côté sud, hein, sur la côté un peu sud-est. Il y en a une autre partie dans le nord. Il y en a une autre partie aussi dans le nord. C'est pas en discussion sur nos territoires pour le moment. Disons que dans les réunions qu'on va faire sur ces espèces-là, ça n'a pas été en discussion, ça n'a pas été évoqué. À vous dire non, je ne pourrais pas vous le dire. À vous dire oui quand, je ne sais pas. Excusez-moi, est-ce que vous travaillez sur la pollution des cours d'eau et des plans d'eau? La pollution? Oui. En fait, Notamment en ce moment, depuis quelques jours, le Poireau a beaucoup baigné, la présence des algues bleues. Moi, je ne savais pas, le premier Poireau, il y avait les panneaux, les panneaux, ok. Pour les cours d'eau, on a des suivis qui sont faits par ceux de l'agence qu'on va, nous, dans le PPG, comme je vous ai dit, plan de gestion, qu'on va augmenter pour avoir un peu plus de données. Ça, nous, globalement, c'est pour savoir s'il y a des sources de pollution qu'on peut peut-être repérer. Concernant les plans d'eau, c'est pas nous qui gérons le système de baignade, c'est plutôt l'ARS, l'agence de santé, donc de la région, qui, eux, vont mettre en place des suivis de qualité et du coup mettre les arrêtés baignade ou non. Donc ça, non. Donc, vous savez qu'il y a le Poireau et l'étang de Nièvre, qui est grosso modo quelques 10 km à peine. À Nièvre, il n'y a jamais de problème d'algues, jamais. Et au Poireau, tout va. Alors, on a un qui serait la présence du golf. Ils utilisent des produits phytosanitaires pour avoir une bonne gazeuse pour les espèces. Et tout ça, qu'en est-il? Ça peut être dû au traitement. Si vous avez du traitement, donc des apports par exemple de nitrate de phosphate, les algues c'est des plantes végétales, donc elles vont être ferventes de ça et du coup elles vont aussi proliférer. Il peut y avoir aussi une question de température. Quand les températures elles sont plus chaudes et un peu plus actives pour de l'algue, ça va aussi pouvoir les agiter. Les mêmes températures. Ça peut s'expliquer par ça, par une pollution. Oui, oui. Pardon ? Oui, alors les ragondins, ils nous sont souvent évoqués. En fait, pendant des années, quand le syndicat n'existait pas et qu'on était encore qu'au Val d'Or, juste dans la partie lotoise, où en fait on a exercé la compétence GEMAPI avant la GEMAPI, globalement, on a fait du piégeage pendant 5-10 ans, à base de 20-30 000 euros investis dans du piégeage pour en fait aucun résultat derrière sur du ragondin. Et il s'avère que selon des études que j'ai lues, lorsqu'il y a une pression de piégeage sur les ragondins, les femelles peuvent passer de 1 à 2 portées par an et sont souvent plus nombreuses. Donc globalement, nous, c'était pas finançable, ça coûtait beaucoup d'argent. Par exemple, pour les ragondins, ils s'installent aussi à des endroits où c'est plat, où il y a déjà eu une encoche d'érosion et sur un système racinaire qui est pas correct. En fait, des arbres qui sont trop hauts et avec un cours d'eau qui est trop bas, ça va créer des cavités, et les ragondins vont pouvoir gratter et se mettre dedans. C'est vrai que par exemple la restauration hydromorphologique avec un cours d'eau qui passe naturellement, des berges du coup plus plates et du coup pas ces aspects-là où les ragondins s'y plaisent, ça va éliminer en fait ce secteur de ragondins qui peut être important. Mais après, pour enlever tous les ragondins d'un territoire, c'est oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Ah oui. Oh, mais surtout l'axe Souvigny, je les note quand même dans mon diagnostic quand je le réalise, parce que c'est présent, on n'ignore pas non plus la situation. Et du coup, on peut peut-être voir ensemble pour, quand c'est les riverains, mettre en place des systèmes de restauration de berges par technique végétale où les ragondins vont moins se plaire et du coup ils devraient moins s'installer. Le souci c'est que s'il ne se met pas là, il va se décaler, forcément voilà.
Pour un technicien rivière, c'est pas nocif. Pour un exploitant qui va perdre du terrain ou quelqu'un, c'est plus problématique. Pour nous, pas vraiment. Voilà. La loutre, s'il vous plaît, est-ce que vous avez répertorié les cours d'eau avec une présence effective de la loutre? Pas directement, mais quand je vois des traces de loutre, donc les empreintes, que je peux voir sur les cailloux qu'on a, je me le note sur la cartographie. Donc sur la Souline, oui, il y a de la loutre. Sur la Franche-Valaigne, il y en a. Donc ruisseau des Rochettes, Font Blanche, tout ça, il y en a, il n'y a pas de souci. Voilà. Tout l'axe Dordogne, il y a pas mal de couples qui sont installés aussi. Dans des pas craintives, j'ai un collègue qui en a vu passer une à 2 mètres de lui en plein jour, donc qui est quand même assez rare. Et elles n'étaient pas plus dérangées que ça. Donc non, la loutre, il y en a quand même bien. Elles se sont installées notamment grâce en fait aux écrevisses américaines. C'est un peu bête, mais en fait elles se nourrissent quasiment maintenant que de ça. Si vous regardez les épreintes d'outre, donc en fait leur défection, hein, vous allez voir en fait quasiment que de la carapace d'écrevisse dedans, presque plus d'arêtes. Voilà. Donc la loutre, il y en a. Tout va bien. Voilà. Bon, merci beaucoup Florian, bravo. Et le sujet est riche quand même, hein. On aurait pu continuer.